cela. Nous allons évoquer les questions de sécurité et de délinquance. Pour cela, nous allons accueillir Apolline de Malherbe de BFM TV RMC. Bonsoir Apolline. Bonsoir Apolline. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le 8 octobre dernier, à Viry-Châtillon, 4 policiers étaient attaqués, 2 ont frôlé la mort. Ils étaient dans 2 voitures de police qui ont été attaquées par une vingtaine de jeunes cagoulés qui leur ont lancé des cocktails Molotov et les ont tabassés. L'un de vous va gagner cette primaire et peut-être ensuite la présidentielle. Est-ce qu'au pouvoir, vous saurez éviter des Viry-Châtillon ? Nicolas Sarkozy, depuis ce drame, les policiers demandent à revoir la notion de légitime défense. Ce que vous proposez, c'est une présomption de légitime défense. Ça veut dire quoi? On va être très concret pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, la règle, c'est quoi? Les agresseurs avancent vers les policiers, ils n'ont pas le droit de tirer. Les agresseurs sortent les cocktails Molotov, ils n'ont pas le droit de tirer. Les agresseurs allument les cocktails Molotov, ils n'ont toujours pas le droit de tirer. Les agresseurs lancent les cocktails Molotov, là, ils ont le droit de tirer. Avec vous, Nicolas Sarkozy, les policiers, ils auront le droit de tirer quand? Je veux une présomption de légitime défense. D'abord, j'ai été très choqué que le ministre de l'Intérieur ose désigner comme sauvageons, je cite, des individus qui sont des criminels, qui ont empêché des policiers de sortir de la voiture enflammée. Il y en a encore un aujourd'hui, entre la vie et la mort. Aujourd'hui, policiers et gendarmes ne peuvent faire usage de leur arme à feu que si on leur tire dessus. Demain, je souhaite que les représentants des forces de l'ordre ne soient pas mis sur le même plan que les délinquants. Ils doivent pouvoir faire usage de leur arme à feu s'ils estiment que c'est nécessaire, parce que s'ils pensent en conscience que leur vie est en danger. Avoir une arme et s'en servir quand on est un agent des forces de l'ordre, ce n'est pas la même chose que quand on est un délinquant. La peur doit changer de camp. Mais quand on reprend ce scénario, ça veut dire quand? Pardon, mais c'est des questions extrêmement précises qui vont se poser à eux. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, pour faire usage de son arme, il faut qu'un délinquant tire sur un policier, il peut répondre. Dans la proposition que je fais, le seul fait que le délinquant sorte son arme et pointe un représentant de l'ordre peut justifier l'usage par celui-ci, même si le délinquant n'a pas tiré de son arme à feu. Jean-François Copé, pour vous, elle commencera où, la présomption ou la légitime défense des policiers? De la même manière, puisque moi je souhaite un alignement sur les règles qui s'appliquent pour les gendarmes. Mais je crois qu'il faut quand même aller un peu plus loin, parce que la vie n'est pas une page blanche. Et que si aujourd'hui les policiers, comme les gendarmes, sont dans cet état de colère, c'est tout simplement parce qu'un choix qui me paraît être une erreur folle a été commise il y a une dizaine d'années, qui a été de réduire de manière drastique les effectifs de police alors que la droite était au pouvoir. Quand vous dites il y a une dizaine d'années, vous pointez la présidence de Nicolas Sarkozy. Apolline de Malherbe, nous avons diminué de 13 000 les effectifs de police et de gendarmerie entre 2007 et 2012, c'est un fait. La gauche a été bien incapable d'augmenter les effectifs, il a fallu qu'elle le fasse dans l'urgence, ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation globale, c'est hélas la situation d'aujourd'hui, qui fait que nos policiers et nos gendarmes ne sont pas en situation de pouvoir appliquer les conditions de sécurité pour les Français. Donc pour moi, la réponse elle est simple, il faut un effort massif, je préconise 50 000 embauches de policiers, de gendarmes, de magistrats, de gardiens de prison. Il faut un virage et ça, on va y revenir sécuritaire, parce que vous voulez sinon tous, on n'arrivera pas à trouver de solution. Vous voulez tous aujourd'hui plus de policiers, mais effectivement ce que vous pointez tous, c'est qu'il y en a eu moins sous votre quinquennat. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous répondez à ça? Madame, j'assume pleinement ce choix. La France a été, entre 2008 et 2010, victime d'une attaque extraordinaire dans une crise économique mondiale. Il fallait que je protège la France de la débâcle économique mondiale. Il fallait sortir de la crise des subprimes. Avec François Fillon, nous avons pris des décisions difficiles, et notamment celle de réduire les effectifs dans la fonction publique. Donc, il fallait le faire. À l'époque, le président du groupe ne trouvait d'ailleurs qu'on ne réduisait pas assez les effectifs dans la fonction publique. C'est inexact. C'est une question d'expérience. Je ne l'ai jamais dit. Il a fallu protéger la France. La deuxième chose que je veux dire, c'est croire et imaginer que l'efficacité de la lutte contre la délinquance, c'est uniquement une question d'effectifs, c'est ne rien y connaître. C'est d'abord une question d'efficacité de la chaîne pénale. Vous l'avez mentionné. Parce que les policiers arrêtent toujours les mêmes. Si on ne les met pas en prison, vous pouvez augmenter de 50 000 le nombre de policiers, ça ne réglera rien. C'est exact. C'est pour ça qu'on aurait dû construire aussi des places de prison, ce qu'on n'a pas fait. On y reviendra. Vous voulez tous plus de places de prison et tous plus de policiers. François Fillon.
D'abord, j'assume complètement cette décision et je voudrais dire que ramener la question de l'insécurité et des conditions de travail des policiers à la seule question des effectifs, c'est une impasse. C'est exactement comme dire qu'il faut plus d'enseignants pour que l'école aille mieux. On a vu qu'il y a 60 000 enseignants de plus, l'école ne va pas mieux. Je ne regrette pas des décisions qui sont des décisions qui ont été prises parce qu'elles étaient nécessaires. Et d'ailleurs, dans l'état où sont les finances publiques de notre pays, personne ne créera 50 000 postes de policiers. La question qui est posée, c'est est-ce que les policiers ont les moyens de travailler ? Je vais vous dire ce que c'est que la vie d'un policier. Il arrête un voleur dans la rue. Il l'amène au commissariat. Il va devoir rédiger 12 procès-verbaux de procédure avant de pouvoir commencer à l'interroger, et le tout dans un studio de télévision, puisque désormais tout est filmé. Et s'il réussit à élucider l'affaire et que la personne va devant le tribunal, elle a toutes les chances de ne jamais accomplir sa peine. Si vous regardez ce qui se passe chez nos amis anglais ou nos amis allemands, ils ont moins de policiers par habitant que nous. En revanche, ils ont beaucoup plus de juges et beaucoup plus de places de prison. Donc c'est là que l'effort doit être porté. Il doit être porté pour alléger les charges qui pèsent sur les policiers, notamment cette bureaucratie et cette procédure qui les empêche de travailler. Il faut que les polices municipales soient complètement intégrées dans le dispositif et qu'elles deviennent des vraies polices de proximité. Vous voulez même et enfin, armer... il faut des juges. Vous voulez même armer, François Non Fillon, seulement je veux armer... La police privée, en quelque sorte, les agents de sécurité. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Je voulais armer la police municipale. Je veux que dans certains cas, pas toujours, je veux que ça soit systématique. Je veux une police municipale à Paris et je veux que les policiers municipaux puissent faire des contrôles d'identité. En revanche, j'ai dit que les personnels, les 240 000 ou 250 000 personnes qui travaillent dans les sociétés de sécurité doivent pouvoir prendre le relais des policiers pour toutes les gardes statiques. De même qu'il y a 20 000 policiers qui sont employés en France à des tâches administratives qu'on peut immédiatement dégager en les mettant sur des tâches opérationnelles. On vient de parler de la question de la légitime défense et notamment de cette présomption de légitime défense dont parlaient Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Vous n'allez pas jusque-là. Est-ce que vous estimez que la présomption de légitime défense, ce serait une sorte de permis de tuer pour les policiers ? Il faut que les policiers se sentent soutenus par les autorités de la République et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont droit à notre considération. Et pour cela, il faut régler le problème de la légitime défense, vraisemblablement en rapprochant la règle applicable aujourd'hui aux policiers de celle des gendarmes qui peuvent, après sommation, faire usage de... Je vous arrête juste un instant parce que dans les faits, vous avez raison, officiellement ils ont le droit, les gendarmes, d'aller plus loin. Mais dans les faits, ils ne le font pas parce que c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et qu'ils sont condamnés s'ils le font. La Convention européenne des droits de l'homme ne doit pas nous paralyser dans ce genre de situation. Aujourd'hui, elle le fait. Vous allez vous en débarrasser. Il faut que les policiers puissent se protéger et si la Convention européenne des droits de l'homme ne l'autorise pas, il faudra qu'on la modifie et qu'on s'engage fortement dans ce domaine. Ce que je voudrais dire, c'est que mon objectif, c'est de rétablir un État qui assure la sécurité des Français et c'est une question de chaîne qui va de la police à la justice jusqu'à la situation de la pénitentiaire. Il faut renforcer les effectifs de policiers. Je propose de redéployer 5 000 emplois qui sont aujourd'hui des emplois qui pourraient être tenus par des agents administratifs. Beaucoup de policiers passent leur temps à taper des procédures sur leur clavier d'ordinateur. Il faut redéployer ces effectifs et créer 5 000 postes supplémentaires. Il faut aussi leur donner les moyens immobiliers et les moyens informatiques de travailler beaucoup mieux qu'ils ne le font. Restons un instant sur ce point. D'abord, vous estimez qu'il faut remonter les effectifs de policiers. Ça veut dire que vous pensez que la décision de Nicolas Sarkozy était une mauvaise décision d'avoir baissé ses effectifs ? Je ne suis pas là pour critiquer ce qui a été fait dans le passé. Ça a été fait dans un certain contexte qu'a rappelé Nicolas Sarkozy. Si on parlait plutôt de l'avenir... Parlons de vos 10 000 policiers de plus. Alain Juppé, vous dites « je veux 10 000 de plus ». Vous êtes celui qui en veut le moins. C'est-à-dire que de vous tous, vous êtes celui qui veut le moins de plus de policiers. Et en plus, quand on regarde précisément, vous dites 10 000 policiers. On ne va pas s'engager dans cette comptabilité. Je veux une police efficace avec des effectifs. Certains considèrent, excusez-moi, que ce n'est pas un problème d'effectifs. Il y a un problème d'effectifs. Mais vous avez dit parce qu'aujourd'hui, nos policiers ont une charge de travail qui font qu'ils sont harassés. Je veux simplement aller jusqu'au bout de ma précision pour que tout le monde comprenne bien. Vous dites 10 000 de plus, vous dites 5 500, ce sera des redéploiements. Voilà, et le reste, vous dites, ça comprendra également ce que François Hollande a déjà mis en place. Je m'efforce de faire des propositions. Je m'efforce de faire des propositions réalistes et efficaces. Le gouvernement n'a pas mis en place 5 000 policiers. Il l'a promis, mais ils ne sont pas là.
Voilà. Deuxièmement, la justice. Je voudrais aller jusqu'au bout de la chaîne, qui est importante pour ne pas avoir de zone de non-droit en France. La justice n'a pas aujourd'hui les moyens de fonctionner. Il faut aussi une programmation triennale de recrutement de magistrats. Nous avons beaucoup moins de magistrats en France qu'à l'étranger. Le résultat, c'est des procédures qui s'éternisent. Il faut aussi simplifier les procédures. Et puis enfin, il y a la réponse pénale. Il faut durcir un certain nombre de peines. Je propose de faire en sorte que ces peines soient effectives. Pas de réduction automatique de peine, naturellement. Peine plancher, double peine. Et enfin, la réponse pénitentiaire. Il faut quand même attendre, c'est absolument extraordinaire, la fin du quinquennat pour que le garde des Sceaux se rende compte qu'il n'y a pas assez de places de prison en France. Alors justement, sur ces places de et donc prison... je propose de lancer immédiatement un programme de 10 000 places de prison et la création d'une police pénitentiaire qui puisse, dans les prisons, collecter des renseignements précieux pour casser les réseaux qui sont en train de s'y constituer. Bruno Le Maire, vous demandiez la parole. Vous, justement, sur les places de prison, vous en demandez plus, mais pas tant que ça. En gros, il y en a certains qui en demandent jusqu'à 30 000 places. C'est votre cas, par exemple, Jean-Frédéric Poisson. Et vous, Bruno Le Maire, un peu moins. Pourquoi ça suffira ? Moi, je propose 10 000 places de prison supplémentaires juste pour garantir qu'un délinquant qui a été condamné à de la prison fasse effectivement de la prison, qu'il ne soit pas relâché dans la nature, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Je voudrais juste revenir une seconde. Ça met du temps à être construit, les places de prison. En attendant, dans l'urgence, on fait quoi ? Vous construisez des places de prison le plus rapidement possible. Et surtout, vous changez, comme l'a très bien dit Alain, vous changez les règles pénales pour avoir une politique pénale plus stricte. Sur la légitime défense, moi je rejoins ce qui a été dit par Jean-François ou par Nicolas. Je pense qu'il faut permettre aux policiers de faire usage après sommation pour qu'on n'ait pas ces situations intenables de 2 policiers enfermés dans une voiture, menacés par des assassins qui leur jettent dessus des cocktails Molotov et qui hésitent à faire usage de leurs armes parce qu'ils estiment qu'ils prennent un risque trop important. Et là, ils sont là pour nous protéger. Ils ne sont pas là pour risquer leur vie à chaque fois qu'ils font une intervention. Je voudrais juste marquer un petit désaccord avec François sur la question des effectifs. Si, il y a un problème d'effectifs policiers malgré tout. Et oui, il est nécessaire d'embaucher plus de policiers. On peut discuter, certains disent 10 000, d'autres 5 000. Moi, je propose 6 000. Mais ça me paraît absolument indispensable. Vous êtes et je le ne pense moins pas, ambitieux, François, qu'on puisse comparer le temps de travail des enseignants avec le temps de travail des policiers. Et comparer enseignants d'un côté, policiers de l'autre. Parce que les policiers aujourd'hui ont un retard en termes de temps de travail, en termes d'heures supplémentaires, qui fait que leur métier est d'autant plus pénible, d'autant plus difficile. Alors que selon moi, on peut demander aux enseignants de faire un effort en termes de temps de travail, mieux rémunéré bien entendu, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais on ne peut pas dire qu'il y a suffisamment de policiers aujourd'hui en France, je pense qu'il en faut Un dernier mot, Je voudrais préciser 2 choses. D'abord, il y a des endroits où il n'y a pas assez de policiers et il y a des redéploiements à faire. J'ai parlé des 20 000 policiers qui sont occupés à des tâches administratives. Deuxièmement, on est dans un pays où on travaille 35 heures, je le rappelle. Et ça, c'est une question fondamentale. J'ai évoqué tout à l'heure l'Allemagne et l'Angleterre, qui ont moins de policiers par habitant que nous et qui ne sont pas dans la situation dans laquelle nous sommes. Et enfin, il y a la question des finances publiques que personne ne pourra éluder et qui sera très difficile Nathalie de créer beaucoup de postes publics supplémentaires. En termes de légitime défense, pour vous aussi, vous pensez qu'il faut changer les règles, qu'elles ne sont pas suffisamment souples aujourd'hui ? Il y a quelque chose de choquant aujourd'hui qui est que les policiers et les gendarmes peuvent se trouver strictement dans la même situation vis-à-vis de voyous et n'ont pas les mêmes droits. La légitime défense pour les gendarmes, elle est régie par le Code de la défense. C'est le 2338-5, si vous voulez être précis. Pardon, moi j'ai fait un service militaire et je balayais pas la cour de la caserne, donc j'ai dû l'apprendre par cœur, celui-là, pour savoir quand on avait le droit de tirer. Et notamment les gendarmes, ils ont le droit de tirer quand ils défendent un territoire. Et donc aujourd'hui, on a des personnels qui sont exposés de la même manière, exposés aux mêmes risques et qui n'ont pas le droit de réagir de la même manière. C'est inacceptable. Et bien sûr, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais c'est un problème de principe. Et on doit se battre aussi sur les problèmes de principe. Alors avant d'en venir aux spécificités de chacun de vos programmes, Jean-Frédéric Poisson, je voudrais vous entendre justement sur cette question quand même des effectifs. Vous êtes le plus ambitieux de tous. Vous voulez non seulement 30 000 policiers de plus, mais aussi 30 000 places de prison de plus. Est-ce que les moyens, ça suffit ? Quand on revient au cas de Viry-Châtillon, on voit qu'ils ont mis une caméra, que ça n'a pas suffi, qu'il a fallu remettre des policiers pour sécuriser la caméra. Là encore, ça n'a visiblement pas suffi. Qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute encore des policiers pour sécuriser les policiers qui eux-mêmes sécurisent la caméra ? Non, je crois que d'abord, je partage beaucoup de choses qui ont été dites parce que ce sont des positions que nous avons ensemble défendues au Parlement lorsque nous nous sommes les uns et les autres opposés aux menées actuelles du gouvernement. Cet esprit de légitime défense, de présomption de légitime défense, je partage tout à fait. C'est exactement la manière dont je le vois. Deuxièmement, je suis frappé par le fait que les policiers, en particulier ceux que je suis allé saluer à Nice l'autre jour sur la place Masséna, il y a 15 jours, ne demandent pas
demande davantage une simplification des procédures judiciaires, ça a été évoqué, que beaucoup d'autres choses en réalité. Il demande des conditions de travail dignes et décentes, du matériel qui fonctionne, plus peut-être que davantage d'effectifs. Et je pense qu'il faut leur répondre d'abord sur ces conditions-là. Et il y a un effort particulier à faire en termes de police judiciaire, parce que la police judiciaire, c'est elle qui est garante de la continuité des procédures et du fait qu'on peut de manière constante continuer à traiter des affaires et sécuriser en quelque sorte des territoires. Mais on y reviendra certainement dans quelques instants. Tout ça, c'est le règlement interne de la question de la délinquance et de la sécurité. Ça pose la question des causes, c'est-à-dire la question des politiques familiales en amont, la question de la politique éducative, la présence de l'État dans les quartiers. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faudra traiter et je crois que ça fait partie des éléments qu'on doit ajouter à ce débat sur la délinquance. Et vous en parlez spontanément, Jean-Frédéric Poisson, et pourtant ce n'est pas le cas tellement de vos concurrents. J'ai lu tous vos programmes sur les questions de sécurité, sur les questions de délinquance, et il n'y a pratiquement rien sur les questions des quartiers. On a l'impression que la question de la banlieue, ça ne vous intéresse plus. Alain Juppé, je vous donnerai la parole dans un instant, mais justement, Alain Juppé, il y était hier. Vous étiez hier sur la dalle d'Argenteuil. Vous avez été là où Nicolas Sarkozy avait été en 2005 et où il avait dit à cette personne, je le cite, qu'il allait la débarrasser de la racaille. Vous avez donc été sur place, certes, mais quand on regarde votre programme, il n'y a rien sur les banlieues, il n'y a rien sur les quartiers, il n'y a rien sur la politique de la ville. Je suis extrêmement surpris de ce que vous dites. Quand je dis pas de zone de non-droit, ça concerne notamment, pas exclusivement, mais les banlieues. Vous estimez qu'il y en a aujourd'hui des zones de non-droit ? Tout ce que j'ai dit, renforcement des effectifs de police, allègement des tâches administratives, simplification des procédures pour que les policiers soient disponibles sur le terrain. Ensuite, renforcement des moyens de la justice. Troisièmement, renforcement d'un certain nombre de peines que j'ai énumérées tout à l'heure. Et enfin, réponse pénitentiaire, c'est très exactement des mesures qui sont destinées, bien sûr, aux Donc quartiers. La seule réponse est répressive. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On est en train de parler de sécurité. Excusez-moi. Donc je parle de cela. Bien entendu, la politique des quartiers, c'est tout autre chose. En plus, c'est d'abord la rénovation immobilière. Et on a fait des belles choses dans ce domaine, avec l'ANRU, sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo en particulier. C'est aussi l'action de prévention. C'est pour ça que je suis allé dans un centre d'animation qui fait ce travail avec des médiateurs. Donc c'est aussi la coopération entre la police municipale et la police nationale. Et je peux porter témoignage que dans certains quartiers, ça marche. Quand je suis allé à Voipy, par exemple, chez François Grosdidier, examiner ce qui s'est passé depuis 2005, on a obtenu des résultats spectaculaires. À Voipy, des centaines de voitures brûlées très régulièrement. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus parce qu'on a une politique coordonnée, je le répète, urbanisme, prévention sociale, médiation, coopération police nationale et municipale. Donc c'est très exactement ce que je propose pour les banlieues. Je voudrais vous interroger sur cette question des quartiers. Vous dites par exemple que vous allez renforcer la lutte contre les trafics. Les trafics, c'est devenu pour beaucoup de jeunes une source de revenus, un business. Si vous supprimez ces trafics, est-ce que vous leur donnez un job par ailleurs ? Sachant que, regardez, simplement à la Grande Borne, les jeunes, 60% des jeunes n'arrivent même pas à trouver un stage de 3e. Bien sûr. La vérité, c'est que d'une ville à l'autre, les résultats n'ont pas été les mêmes parce que les politiques n'ont pas été les mêmes. Moi, j'ai mené à mot ce dont je rêve pour la France. Une politique de droite décomplexée qui a consisté à mettre le paquet, cher François, sur la sécurité urbaine. Le paquet. Parce qu'en réalité, on ne peut rien faire si on ne reconquiert pas ces zones de non-droit. Et si je parle d'effectifs, je le fais en connaissance de cause. C'est parce qu'on a mis des policiers municipaux armés, des caméras, pour compenser la baisse de police nationale qu'on a réussi, laissez-moi finir juste là-dessus, qu'on a réussi d'abord à rassurer les gens. Dans le même temps, il faut faire sauter les tours pour y mettre à la place des immeubles de 4 étages. Et ensuite, il faut y ajouter une zone franche défiscalisée pour permettre aux entreprises d'embaucher les gens du quartier. On y met de la culture, on y met du sport, on y met de l'humain et on y met de la diversité. Mais, et c'est là-dessus que je veux insister, la priorité, c'est la sécurité. Et donc, nous n'avons pas les effectifs de police, ni de gendarmerie, ni les magistrats suffisants. Il faut repenser l'appareil sécuritaire de l'État et alléger en contrepartie, pour faire des économies, le social, qui aujourd'hui est tellement important qu'il n'est plus mesuré comme une satisfaction pour beaucoup de nos concitoyens, et le concentrer en termes de générosité, mais sans assistanat. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous voulez encourager la création d'entreprises dans les quartiers, mais en fait c'est déjà le cas. Les zones urbaines sensibles, il y a 2 fois plus de création d'entreprises. Le problème là, c'est pas la création d'entreprises, c'est que ça dure, parce qu'en fait, dans ces zones-là, les entreprises font faillite 3 fois plus qu'ailleurs dans les 3 ans. Comment vous ferez pour leur permettre de durer ? Vous avez raison, et c'est issu directement de mon expérience de maire de Longjumeau, une commune de plus de 20 000 habitants de Grande Couronne.
Bien sûr, tout commence par la sécurité. Tout passe aussi par l'urbanisme, parce qu'on a quand même construit dans les années 60-70 des cités qui ont sacrément besoin d'être rénovées et d'être transformées. Qu'est-ce que vous ferez pour Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a tout l'autre pilier qui consiste à donner un avenir. Et ce que j'ai pu constater comme maire, c'est que beaucoup des jeunes de ces quartiers avaient une mauvaise expérience du salariat. Soit ils avaient une mauvaise expérience, soit ils n'en voulaient pas. Ils voulaient pas cette espèce de lien de subordination. C'était pas ça c'était pas comme ça qu'ils avaient envie de commencer leur vie professionnelle. Et oui, j'ai constaté des réussites formidables dans la création d'entreprises. Alors vous avez raison, il y a beaucoup de création d'entreprises. Maintenant, l'enjeu, c'est de réussir à les accompagner, c'est de réussir à leur donner les statuts qui leur manquent. On a aujourd'hui des ressources formidables en termes de talent, en termes d'énergie dans la création d'entreprises, dans le travail indépendant, qui ne sont absolument pas exploitées et valorisées, parce que le monde politique s'obsède en fait sur le salariat, l'ancienne économie en quelque sorte. Là aussi, il faut mettre le paquet. Nicolas Sarkozy, je vous voyais qui réagissait. Vous avez beaucoup parlé des quartiers à une époque. Vous aviez d'ailleurs invité Fadela Amara de Ni Pute Ni Soumise à venir travailler avec vous. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous ne leur parlez plus à cela. Non, mais il faut arrêter de culpabiliser la France et parler vrai. Jacques Chirac et moi-même, avec Jean-Louis Borloo, Alain, tu as raison, on a investi des milliards et des milliards dans la ville. Les tours ont été cassés, des services publics ont été installés. Jamais la gauche n'en a fait le 10e. Mais la vérité, c'est quoi? Nous avons, en termes de sécurité dans les quartiers, deux problèmes. Un problème de mineurs délinquants. Et ce qui s'est passé en Seine-et-Marne aujourd'hui, avec 2 mineurs qui ont écrasé une fonctionnaire de police, c'est pas parce que vous allez leur proposer un stage ou d'une animation culturelle que vous allez régler le problème. Les mineurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les mineurs de 1945. Je propose la suppression de l'excuse de minorité parce que beaucoup de mineurs dans les quartiers sont utilisés par des caïds parce qu'ils ont l'excuse de minorité. Ça veut dire baisser la majorité pénale? Oui. À quel âge? Deuxièmement, 16 ans. Deuxièmement, nous avons un problème de multirécidivistes. C'est des gens qui, dans le casier judiciaire, alors là on peut en parler du casier judiciaire, ont été convoqués 40 fois. Vous croyez que c'est parce que vous leur trouverez un stage que vous allez les calmer? Il faut que cela soit sanctionné avec la dernière énergie. Et je pense à nos compatriotes en ruralité qui se disent pourquoi vous avez fait tout ça dans les quartiers et que vous nous avez abandonné. Les problèmes de sécurité, on les a aussi pas tout pour en les ruralité. quartiers. Jean-Frédéric Poisson, vous proposez notamment de rétablir le service militaire obligatoire avec parfois des versions plus sociales. Mais l'armée, c'est devenu surtout une armée de métier. Le service militaire, il aurait donc surtout vocation à apprendre aussi aux jeunes la discipline, l'autorité. Vous dites d'ailleurs que vous voulez, je vous cite, libérer la France de mai 68. Est-ce que c'est le rôle de l'armée de remplacer les parents, les nounous, l'école? Je ne parle pas d'un service militaire, je parle d'un service national qui sera militaire pour partie, car un certain nombre de besoins actuels de l'armée peuvent parfaitement être remplis par des appelés. Ça a été le cas pendant des années. Et en perdant le service national, le bénéfice de la conscription... Mais il a aussi un rôle social pour vous, oui, le service militaire. Bien sûr, c'est ce que j'ai vécu, moi aussi. J'ai fait mon service militaire, donc j'ai quelques souvenirs sur ce sujet. Si j'en juge à la qu'on a été quelques-uns. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si j'en juge à la couleur d'un certain nombre de crânes ici, je ne suis pas le seul non plus, pour le coup. Donc, mais vous l'avez vu tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet a dit qu'elle avait fait son service militaire, justement. Oui, mais c'est... Moi aussi, pour publier mon livret militaire. C'est ça. Je crois qu'il y a cette vertu sociale, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. Je me souviens qu'un certain nombre des conscrits qui l'étaient en même temps que moi ont appris à lire, à écrire au service militaire. Ils ont appris un métier, où ils ont découvert le métier qu'ils pouvaient exercer plus tard. Et donc je crois qu'il y a une vertu à rétablir la conscription universelle, donc garçons et filles, suffisamment longtemps pour que chaque personne, chaque jeune qui participe au bien commun de la société puisse l'exercer en quelque sorte dans sa pratique quotidienne pendant cette période et qu'il soit indemnisé pour quelque chose, parce que je trouve que ce RSA jeune décidé par le gouvernement a quelque chose de méprisant en réalité pour la jeunesse. 2 dernières remarques. Premièrement, on parle beaucoup de sécurité dans les villes, n'oublions pas les zones rurales. Et je veux parler ici des zones rurales car en réalité, on commence à découvrir dans la ruralité des phénomènes de délinquance moins concentrés mais tout aussi vifs et qui déstabilisent tout autant nos campagnes. Et deuxièmement, les associations dans les quartiers difficiles tiennent beaucoup et participent énormément à tenir les quartiers comme peu, souvent d'ailleurs avec le soutien des élus locaux. Mais il y a aussi beaucoup d'associations fictives, il y a du clientélisme politique, il y a des subventions qui partent on ne sait pas où. Et je crois qu'il faut effectivement faire le tri dans ces associations
et faire en sorte que l'argent qui est décidé sous forme de subvention atterrisse au bon endroit. On parlait à l'instant de cette jeunesse. Qu'est-ce que vous ferez pour la jeunesse des quartiers? La Grande Borne, par exemple, pour rester à Viry-Châtillon, c'est 12 000 habitants, dont 6 000 qui ont moins de 18 ans. Est-ce qu'ils auront les mêmes chances que les autres? Est-ce que l'égalité réelle, avec vous, ça existera? D'abord, c'est très intéressant d'ouvrir le débat sur le service militaire. Mais vous conviendrez avec moi, vous conviendrez avec moi que ce serait bien de ne pas attendre l'âge de 18 ans pour apprendre la discipline et le respect de l'autorité à des enfants. On va parler d'éducation tout à l'heure. Oui, mais c'est lié naturellement et ça commence à l'école et c'est pour ça que je veux une école primaire. C'est pour ça que je veux une école primaire qui soit une école des fondamentaux, de l'autorité, de l'apprentissage du respect. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on ne peut plus traiter les sujets comme ça. Les quartiers d'un côté, la zone rurale de l'autre, parce que c'est tout le pays qui est en crise. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est redonner de l'espoir. Et pour redonner de l'espoir, il faut une profonde transformation économique et sociale. Il faut des emplois. Il faut un système éducatif plus diversifié, avec des établissements autonomes. Il faut autoriser, dans les quartiers en particulier, dans la banlieue, des établissements éducatifs différents de ceux d'aujourd'hui. Ce sont des sujets qu'on évoquera tout à l'heure. Mais c'est de cette manière-là que vous allez régler la question des quartiers, pas en remettant un peu d'argent sur les quartiers ici, en mettant un peu d'argent sur le monde rural, alors que l'ensemble du pays est en crise. D'un bout à l'autre de la chaîne, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Apolline. Merci d'avoir évoqué ces questions avec nos candidats. On a parlé tout à l'heure de l'Europe face à l'épreuve du terrorisme. Vous le savez, l'Europe et la France sont soumises à rude épreuve. En ce moment, la bataille de Mossoul se déroule en Irak contre Daesh. Elle entre même dans une phase décisive avec une inquiétude, le retour possible des djihadistes sur le sol français. Selon le ministère de l'Intérieur, il y aurait près de 700 djihadistes en Syrie ou en Irak et peut-être à peu près 400 à Mossoul même, dont 270 femmes et 15 mineurs. Notre question est très simple. Elle est d'abord, Laurence, à Bruno Le Maire. Absolument. Comment est-ce que vous pouvez trouver une solution pour éviter que ces djihadistes ne reviennent sur notre sol et après se fondent dans la population? Vous proposez un délit de non-dénonciation visant les proches. Alors à quel niveau? Quelle peine encourue? Qui risque quoi? On est face à une menace d'exception, qui est celle du terrorisme en France. Je pense que face à cette menace d'exception, il faut une justice d'exception. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire permettre aux juges, je dis bien aux juges, pas à l'administration, d'interpeller de manière préventive toute personne qui pourrait passer à l'acte sur notre sol et commettre un acte terroriste sur notre sol. Ça veut dire permettre également aux juges non seulement d'interpeller, mais également d'expulser automatiquement tout ressortissant étranger qui s'apprêterait à commettre un acte terroriste sur notre sol. Menace d'exception, justice d'exception. Voilà la proposition très simple. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas ce que fait le gouvernement actuellement. Le gouvernement actuel peut élargir encore les possibilités d'interpeller de manière préventive un individu, non seulement parce qu'il a un contact avec une organisation terroriste, il est en lien avec tel individu qui lui-même est soupçonné d'actes de terrorisme, ou bien c'est un membre de sa famille, un proche, il sait qu'il peut s'apprêter à commettre un acte et ne le dénonce pas. Il y a complicité d'actes de terrorisme dans ce cas-là et la personne doit pouvoir être interpellée de manière préventive. Mais au-delà de ces actions de justice contre le terrorisme, on voit bien, puisque vous parlez de l'Irak, vous parlez de la Syrie, que la réponse est d'abord dans le démantèlement de l'État islamique lui-même et que la priorité absolue, et c'est le reproche que je fais à François Hollande, aurait été de mettre sur pied une coalition internationale beaucoup plus vaste pour faire face à cette menace terroriste, pour intervenir rapidement, pour éradiquer l'État islamique. Depuis combien de mois François Hollande nous promet-il une coalition internationale associant les pays européens, les pays arabes, pour lutter contre l'État islamique? Elle est où? Elle est où cette coalition internationale? Alain Juppé, concrètement, que feriez-vous justement face au retour des djihadistes en France? Je voudrais qu'on revienne là-dessus, évidemment. On parle de la bataille sur le terrain, mais le retour des djihadistes en France, le procureur de la République, François Molins, l'a évoqué comme la menace qui approche. Un certain nombre de spécialistes s'en inquiètent. Cela va durer des mois. Vous pouvez être président, comme chacun d'entre vous ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Et d'une certaine façon, est-ce que cela ne va pas tendre le climat en France? Est-ce que votre concept, votre objectif d'identité heureuse ne peut pas être soumis à rude épreuve à cette occasion? Je ne vois pas le rapport avec l'identité heureuse. L'identité heureuse est un objectif pour faire en sorte que les Français soient heureux de vivre ensemble. Et je n'y renonce naturellement pas. Ça ne veut pas dire qu'on va se montrer laxiste vis-à-vis du terrorisme. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. La réponse, elle est double. D'abord, contrôle aux frontières. Aujourd'hui, les frontières extérieures
de la zone Schengen à laquelle nous appartenons ne sont pas efficacement contrôlés. Ça commence à bouger un petit peu, mais il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, les contrôles aux frontières internes devront être rétablis. Ce sera absolument incontournable. Et deuxièmement, pour ceux qui se sont livrés à des actes de djihadisme à l'intérieur, la loi permet, à l'extérieur, pardon, en Syrie ou en Irak, la loi permet de les poursuivre et naturellement, la sanction judiciaire doit être rapide et totale, y compris la sanction d'incarcération. La détermination pour lutter contre ces formes de radicalisation doit être totale et aucune indulgence ne doit être évidemment acceptée. Donc là-dessus, je crois que les deux outils existent et qu'il faudra les perfectionner et les appliquer avec la plus grande détermination. Nicolas Et je veux dire Sarkozy. aussi que éradiquer Daesh, c'est évidemment notre objectif. Nous participons à une coalition internationale qui existe. Moi, j'ai toujours été hostile à ce que nous déployions au sol des soldats français en dehors des forces spéciales qui peuvent intervenir Bruno Le pour Maire guider l'avait nos évoqué à avions. une époque, Eh bien, je suis en désaccord avec Bruno Le Maire. Je ne suis pas favorable à ce que nous ayons faire le travail qui appartient aux pays de la région. On a vu ce qui s'est passé quand on a été le faire en Afghanistan ou quand on a été le faire en Irak. C'est aux pays de la région de prendre leurs responsabilités. Ils le font en ce moment même. J'espère que Mossoul pourra être libéré dans des conditions qui n'aboutiront pas à un désastre humanitaire comme ça a été le cas à Alep. Merci Alain Bien Juppé. sûr que la source de tout cela, elle est dans l'éradication de Daesh, non seulement au Proche-Orient, mais aussi en Libye, au Sahel et même merci. en Afrique. Je voudrais juste dire, Nicolas Alain, Sarkozy je trouve un peu peut-être, surprenant. Bruno Le Maire. Il faut être précis sur la question. Maintenant, s'il vous plaît. Si je peux répondre à la remarque d'Alain Très Juppé brièvement. sur les troupes au sol, juste pour dire à Alain que moi je maintiens ma position. Et moi la Je mienne. trouve Voilà, un peu, donc nous sommes je en trouve un peu désaccord. surprenant, Alain, d'avoir décidé d'envoyer des troupes françaises au sol en Libye, alors qu'il n'y avait pas de menace immédiate sur la sécurité française. Et qu'il me semble que les conséquences de cette intervention, ça a été davantage de désordre en Libye, et de refuser l'intervention de troupes françaises contre la menace immédiate de l'État islamique. Et je constate également C'est une assez mauvaise connaissance Alors, du dossier. vous êtes très en avance, Alain Juppé. En Libye, par la La voie France a engagé aérienne, des troupes en pas en sol. Afghanistan. Il n'y a jamais eu de troupes au sol en Libye. François Fillon, La le savent France a aussi bien engagé que des moi. troupes en Afghanistan. Non, mais ne mélangeons pour pas lutter contre tout. le terrorisme. Ne mélangeons pas tout sur ces questions. Il faut être absolument sérieux. Je persiste et je signe. Déployer des troupes au sol en Syrie serait irresponsable de la part de la France. Deux questions, Je suis Nicolas sérieux, Sarkozy, à la Alain, fois sur et le je tiens retour à des Non, djihadistes, la s'il vous comparaison plaît, avec la Libye ne messieurs. tient pas là. Question de On va avoir du mal à sécurité. faire régner l'ordre sur le retour des djihadistes sur le sol français et sur la coalition internationale qu'évoquait. Il faut être vos précis confrères. sur ces questions extrêmement sérieuses. Si les djihadistes qui reviennent ont la double nationalité, on leur retire la nationalité française et on les met dehors. Immédiatement. S'ils sont français, on ne les laisse pas en liberté. Le fait d'avoir fait le djihad, c'est la prison. Immédiatement. Quand ils auront fait leur peine de prison, on les envoie dans un centre de déradicalisation parce que je n'ai pas l'intention qu'on libère des gens radicalisés. Deuxième chose, je partage l'avis de Bruno Le Maire. Il faut une justice d'exception. Parce que nous avons une situation d'exception. Je prends un exemple. Les barbares qui ont égorgé ce malheureux prêtre ont été remis en liberté avec un bracelet judiciaire parce qu'ils sont passés dans les mains d'un juge d'instruction qui les a traités comme des délinquants de droit commun alors que c'était déjà déradicalisé. On ne peut pas continuer comme cela. Troisièmement, je demande la possibilité pour le ministre de l'Intérieur, dès notre retour au pouvoir, de mettre en rétention administrative toute personne dont les services spécialisés lui auront signalé la dangerosité. L'état de droit est là pour protéger les citoyens, les victimes, et non pas les coupables. Jean-François Copé. Oui, sur le premier point, moi je suis évidemment tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut être absolument méthodique dans l'arrestation des djihadistes. Et tout ce qui est proposé là me va très bien. Le seul point de divergence que j'ai, c'est que moi je ne pense pas à la formule d'une juridiction d'exception. Ça n'est pas du tout cohérent. La juridiction d'exception, ça a été fait au moment de l'OAS, c'était un autre temps. Moi je veux une justice spécialisée. C'est-à-dire que je veux que du parquet national jusqu'au juge des libertés, il y ait des juges qui ne fassent que de l'antiterrorisme, des marques trévidiques à tous les étages. Et le débat qui a opposé Nicolas à François Hollande pour savoir si on préférait l'état de droit ou la sécurité me paraît être un débat qui, en vérité, n'a pas de sens. Il n'a jamais été dit nulle part que la démocratie devait être faible. La démocratie, elle doit être forte. Et donc, en réalité, dans le cadre de l'état de droit, donc sous le contrôle des juges qui sont spécialisés pour faire ce qu'ils ont à faire dans la lutte contre le terrorisme, on peut faire de la rétention de ces
barbare qu'il faut évidemment mettre hors d'état de nuire. Donc encore une fois, faisons attention, ne laissons pas un certain nombre de gens culpabiliser la droite sur le thème « Oh là là, vous êtes sécuritaire ». La démocratie, quand elle est faible, ça devient l'anarchie et ensuite la dictature. Donc on doit être capable d'assumer une juridiction spécialisée, depuis le parquet jusqu'au juge des libertés, avec des magistrats qui ne font que ça et en appui des policiers complètement spécialisés aussi, notamment sur le renseignement, y compris dans les quartiers, vous le savez. On a baissé la garde, hélas, aussi sur nos services de renseignement sur le terrain. Il faut les remettre sur le terrain parce qu'ils seront en première ligne dans les mosquées, dans les quartiers, pour voir ce qui se passe, faire remonter les informations. François Fillon, vous proposez, vous, l'expulsion et la déchéance de la nationalité pour tous les djihadistes de retour, sans juridiction d'exception, en vous fixant sur l'article 4 du Code pénal. Mais on a un peu de mal à comprendre. Ils seraient apatrides, ils seraient, vous le disiez Nicolas Sarkozy aussi, on les met dehors, vous aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils circulent en Europe, on les renvoie en fait aux autres pays européens, aux autres pays? C'est très simple. Ces personnes ont choisi de tourner leurs armes contre la France. Ce sont des combattants. Et nous sommes en guerre contre eux. Et donc il faut, chaque fois qu'on peut, les éliminer et leur interdire l'accès au territoire national en leur retirant la nationalité. Qu'il soit une double nationalité ou pas une double nationalité, c'est prévu dans la loi française. C'est le Front populaire qui avait mis en place cette disposition. Et il faut passer avec la Turquie en particulier et les pays riverains les accords nécessaires pour qu'on ne laisse pas monter dans des avions, qu'on ne laisse pas emprunter les frontières à des personnes. Ça se négocie, on est dans une coalition, on est en train de combattre, non pas Daesh, comme vous dites, parce que ça c'est un mot arabe que je ne comprends pas, mais l'État islamique. Et derrière l'État islamique, qu'est-ce qu'on combat? C'est un État, on peut dire le prétendu État islamique. Non, non, oui, mais non, enfin, le groupe. Ce sont des mots ridicules. Parce que la réalité, c'est que nous sommes en présence d'un phénomène totalitaire qui ne concerne pas d'ailleurs seulement l'État islamique, qui concerne les talibans en Afghanistan, qui concerne des forces aujourd'hui qui sont à l'œuvre pour déstabiliser le Pakistan, le Yémen, la Libye, qui descendent à travers le Sahel jusqu'au Nigeria. Et donc, ce sont des forces qui représentent une menace durable pour le monde entier et pour la paix dans le monde. Et face à ces forces, il faut une coalition mondiale, il faut, je l'ai dit plusieurs fois, s'allier avec les Russes, s'allier avec tous ceux qui sont en mesure de les combattre et ne faire aucun sentiment avec les Français qui sont partis nous combattre. S'il y a des apatrides, la France n'a pas ratifié la Convention sur l'apatridie et donc, honnêtement, ça concernera quelques dizaines de djihadistes qui sont partis nous combattre, ça ne m'empêchera pas de dormir. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes très en retard sur le temps de parole, je le rappelle. Je ne voudrais pas que lors du premier débat, les choses précises vous soyez lésés. Concrètement, vous êtes rendu dans les prisons pour observer les unités où étaient regroupés les détenus radicalisés. Le gouvernement a proposé un nouveau plan. Il a abandonné d'ailleurs ces quartiers. Est-ce que c'est suffisant? Et qu'est-ce que vous proposez? D'abord, je n'ai pas été du tout convaincue parce que j'ai vu dans les unités de déradicalisation dans les prisons. Oui, on a réussi à séparer les détenus radicalisés des autres, mais en aucune manière à les faire suivre des parcours, des cursus de déradicalisation. Et le gouvernement, je pense, a eu raison de mettre fin à cette expérience. Il faut d'abord mettre à mal l'usine à fabriquer des djihadistes. Ça passe par donner les moyens de la guerre à nos forces de sécurité. On n'en a pas parlé. Moi, je voudrais qu'on augmente le budget de l'armée, par exemple, parce qu'on parle là d'aller faire la guerre. Et pour augmenter le budget de l'armée, il faudra sortir le budget de la défense des 3% de Maastricht. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà devenus terroristes. Et puis, il faut donner à la justice les moyens de s'attaquer aux sources du terrorisme en mettant hors la loi le salafisme. C'est le sens de la proposition que j'ai faite. Vous voyez, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a fermé 4 mosquées radicalisées. Il l'a fait en s'appuyant sur la loi sur l'état d'urgence. S'il n'y avait pas eu la loi sur l'état d'urgence, si on était en temps ordinaire, il n'aurait pas pu le faire. Il faut changer ça. Et puis enfin, il y a une chose dont on ne parle pas, c'est le financement du terrorisme. Moi, j'ai lu avec dégoût les révélations sur les liens entre des responsables politiques français et le Qatar. Quand un responsable politique français accepte des cadeaux de prix, quand il va à l'ambassade demander... Non, pas particulièrement. C'est un livre global. J'ai rendu j'ai entendu ça. Par l'émir du Qatar. Je tiens quand même à le préciser. Oui, la montre que je porte m'a été offerte par ma femme et pas par l'émir du Qatar. On ne te demande pas de mettre des étiquettes partout. Quand ils vont, je le disais, certains à l'ambassade du Qatar
demander et quémander des billets d'avion. Je dis que c'est un déshonneur. Et après, alors dans nos banlieues, on explique qu'il faut respecter les femmes, on explique, on parle des principes fondamentaux de la République, et en même temps, on fait la danse du vent devant le roi d'Arabie Saoudite. Nathalie, moi, je crois que pour vaincre le terrorisme, il faut de la cohérence. Alors, il faut avoir le même discours à Doha et à Paris. Il faut avoir de la constance. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre des conditions à nos relations avec le Qatar et l'Arabie Saoudite quand on les reçoit, quand on leur vend des armes, quand on discute avec eux, et ça s'adresse finalement à tout le monde? Est-ce que vous leur dites, s'il vous plaît, on peut travailler ensemble, être dans une même coalition, mais en échange, vous ne nous envoyez pas ni vos imams, ni votre argent, ni votre influence chez nous, en France? Est-ce que clairement, il faut dire d'abord, il faut se donner les moyens de l'indépendance sur un certain nombre de sujets. On l'a déjà évoqué dans un précédent débat, mais j'en reparle. On ne peut pas dire qu'on veut couper les financements qui viennent des pays du Maghreb, qui viennent de l'Arabie Saoudite, qui viennent du Qatar vers les mosquées françaises, si on ne se donne pas des moyens de financement nationaux. C'est le sens de la redevance que j'ai proposée sur le halal, pour qu'on ait enfin des financements nationaux pour un islam de France, et qu'on puisse effectivement couper les financements qui viennent de ces pays-là. Pour répondre peut-être juste à la remarque que vous faisiez, à la question précise que vous posiez, mis à part les histoires de montre, moi je rejoins ce que dit Nathalie sur les liens avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. On ne peut pas combattre l'islam politique en France, qui est le vrai défi culturel des 25 prochaines années, si on n'est pas capable aussi, d'un point de vue diplomatique, de garantir l'indépendance française en revoyant nos relations diplomatiques et avec l'Arabie Saoudite et avec le Qatar, en leur demandant des comptes sur leurs liens avec les organisations islamistes et en étant prêts à mettre dans la balance certaines contreparties. Vous savez, ce sont des sujets très sérieux qui demandent une connaissance approfondie des dossiers et qui ne supportent pas des postures. Si vous pensez qu'on va régler le drame de l'affrontement entre les chiites et les sunnites en refusant de parler avec l'Arabie Saoudite et en refusant de parler avec Téhéran, c'est que vous ne comprenez pas cette situation. Si vous croyez qu'on va ramener la paix, qui est absolument la priorité absolue de notre politique étrangère, de vrai, autour de la Méditerranée, sans avoir l'Arabie Saoudite, Téhéran, Moscou avec nous, alors vous ne connaissez pas ces dossiers. Si vous pensez que la politique extérieure consiste à ne parler qu'avec des gens avec qui on est d'accord, alors vous ne parlerez avec personne. Et vous réglerez le problème de la Méditerranée en discutant avec les Italiens et les Espagnols. Il y a parlé, ça même des conditions. Il faut leur parler. La question, c'est sur quel fond est-ce qu'on leur dit? Pardon, Nathalie, ce sont des choses que je connais. Nous y avons beaucoup travaillé avec Alain. Ça demande beaucoup de temps et de précision. Aujourd'hui même, le chef de l'État islamique vient de déclarer que puisqu'ils étaient acculés à Mossoul, ils allaient engager une série d'attentats meurtriers en Arabie Saoudite. Ne dites pas des choses qui sont fausses, parce que ça blesse des gens. La question de la soumission du statut de la femme en Arabie Saoudite, il faut la poser, mais il faut discuter avec eux. Il faut faire une grande conférence internationale avec Poutine, avec l'Arabie Saoudite, avec Téhéran, pour ramener le calme et la paix en Syrie et autour de la Méditerranée. Nicolas, est-ce que tu admets que la France est allée trop loin, notamment avec François Hollande, dans ses liens avec l'Arabie Saoudite, en choisissant exclusivement comme allié dans cette région l'Arabie Saoudite, alors que la place de la France est d'être indépendante? Je vais vous demander d'être très bref sur ces questions. C'est une vraie question. Alain Juppé veut s'exprimer aussi. D'accord avec cette analyse? Non, je suis d'accord. Je pense que la France de François Hollande a fait une grave erreur en choisissant les sunnites d'Arabie Saoudite contre les chiites. Nous sommes d'accord, nous devons discuter avec tout le monde. C'est discuter avec tout le monde de manière indépendante. Un pont qui favorise le dialogue dans le monde arabe. Nous sommes d'accord. Sur ces questions, je crois que l'objectif de la politique étrangère de la France, c'est d'abord de défendre les intérêts de la France. Et nous avons au Proche-Orient des intérêts politiques et stratégiques, des intérêts commerciaux et économiques, ce qui nous conduit à parler avec les différents États de cette région. Et je suis d'accord avec Nicolas Sarkozy, la politique étrangère, ça ne consiste pas à couper les ponts avec tous ceux qui ne partagent pas nos convictions. Je n'ai aucune sympathie pour le régime saoudien, le traitement qu'il réserve à la femme, l'application systématique de la peine de mort, mais je n'ai pas davantage de sympathie pour le régime iranien, qui joue un rôle très déstabilisateur dans la région, en soutenant les Houthis au Yémen, Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak et également le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Il faut parler avec eux et leur dire très clairement ce que nous attendons, leur implication dans la lutte contre l'État islamique, premièrement, et deuxièmement, nous n'accepterons pas
en France l'arrivée de capitaux étrangers destinés à financer des mosquées salafistes ou des imams salafistes. Et ça, il faut être là-dessus absolument ferme, clair et réagir avec la plus grande efficacité. Jean-Frédéric Poisson là-dessus. D'abord, je crois que la France a oublié que ses premiers amis et ses premiers alliés dans cette région du monde, c'était les chrétiens d'Orient. Et le jour où notre diplomatie a décidé que ses principaux amis étaient les sunnites de la région, alors nous avons commis une très grave erreur. Vous avez montré, puis vous êtes allé voir Bachar el-Assad, carrément. Je vais y venir. Deuxièmement, je partage ce qui a été dit. Je crois que pour avoir présidé pendant 10 mois la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les moyens de Daesh, je peux dire ici que les Saoudiens et les Turcs font à peu près tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer qu'il n'y a pas de financement, certainement pas d'État, ni que leurs ressortissants participent activement à l'activité de Daesh. Néanmoins, je peux dire, je crois, au nom de l'ensemble de la commission que j'ai présidée aussi, que nous avons eu de forts soupçons de négligence ou pour ne pas dire de sympathie à l'égard de l'État islamique au moment de son installation. Troisièmement, je pense qu'il doit y avoir effectivement des conditions au dialogue avec un certain nombre de puissances dans cette région du monde et que, effectivement, la paix ne se fera pas sans l'ensemble des intervenants. Quatrièmement, j'ai rencontré les autorités saoudiennes, les autorités turques. Et aussi Bachar el-Assad qui a du sang sur les mains et on vous l'a reproché. Et vous devez vous expliquer un peu là-dessus. Je n'ai pas à m'expliquer particulièrement. Je vais dire pourquoi j'y suis allé et même retourné, puisque j'y suis allé 2 fois. Je voulais m'assurer par moi-même du point de savoir si oui ou non Bachar el-Assad était sur le départ, puisque ça fait 5 ans qu'on dit qu'il va partir dans 15 jours. Et que toute la diplomatie française raisonne à partir du principe que Bachar el-Assad sera parti dans 15 jours. Et ça fait 5 ans qu'il est encore là. Donc le fait... Vous lui avez demandé, vous partez bientôt. Je suis allé... C'est pour ça que vous êtes allé le voir. Mais entre autres choses. Ah bon? Oui, entre autres choses. Mais vous auriez dû faire l'exercice vous aussi, après tout. Ah ben... voilà. On peut l'interviewer comme journaliste, mais pas lui demander et pas aller le voir comme ça. Voilà. Et ça permet aussi de rencontrer un certain nombre d'autorités locales et de se rendre compte par soi-même si oui ou non cet homme est isolé ou pas. En tout cas, je maintiens, j'ai pas fini, je maintiens que si Bachar el-Assad quitte le pouvoir à Damas, des fondamentalistes islamiques s'installeront. Moi, je n'ai aucune sympathie pour les frères musulmans, dont je considère que c'est un mouvement dangereux, y compris pour la France. Je n'ai aucune sympathie pour Al-Qaïda, qui sont la seule opposition aujourd'hui à Damas. Beaucoup de monde parle de l'opposition dite modérée à Bachar el-Assad. Moi, je l'ai rencontré. J'ai passé 3 heures avec ses représentants. Je ne les crois absolument pas en situation aujourd'hui d'exercer un pouvoir politique à Damas. Voilà. François Copé. Oui, d'abord, je voudrais faire remarquer, c'est ça l'intérêt de ce débat, il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et puis de l'autre ceux qui sont juste là pour prendre des cours. On a tous travaillé, tous réfléchi à ces questions. Moi, je suis heureux d'entendre qu'il paraît que la France doit parler avec tout le monde. Ce que j'observe, c'est que depuis ces dernières années, la France a réussi à se fâcher avec tout le monde. Et ce, au principe de s'aligner sur des intérêts qui n'étaient pas toujours les nôtres. Je pense que si on veut réécrire la politique diplomatique de la France, il faut certes qu'on défende des valeurs, mais il faut aussi qu'on défende nos intérêts. Et bien trop souvent, on est resté sur les valeurs et pas sur les intérêts. Bon. Nos intérêts premiers, c'est notre sécurité aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont en réalité les ennemis de nos ennemis doivent être nos alliés. Et en disant ça, je n'ai aucune sympathie particulière ni pour M. Assad, naturellement, ni pour qui que ce soit. Je dis simplement que le premier combat, il est de détruire l'État islamique. C'est une priorité absolue pour nous. Et la deuxième chose, c'est naturellement de nouer des partenariats avec ceux qui peuvent être des alliés, et en particulier la Russie. Il n'est pas question d'être russolâtre ou poutinolâtre, c'est absurde. Arrêtons de mettre de l'affect dans les relations diplomatiques. En revanche, constatons qu'en allant en Libye, on a rompu un contrat de confiance avec M. Poutine, lequel contrat de confiance s'est aggravé puisque M. Hollande est encore plus fâché avec la Russie. C'est tout cela qu'il faut maintenant absolument je voudrais dire que François Fillon et Nathalie Kosciusko-Morizet pour conclure cette partie. Il faut évidemment parler avec tout le monde. Voilà. Et il est assez étrange de voir qu'on parle plus avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui qu'avec la Russie. Mais il faut aussi considérer que l'Arabie Saoudite, pour des raisons historiques, a une responsabilité particulière dans la montée de cet intégrisme qui débouche sur ce que j'appelle le totalitarisme. Le wahhabisme est à l'origine, pour une large part, de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc on ne peut pas négliger ça. Vous évoquez une troisième guerre mondiale. Ça veut dire qu'il y a au sein de la société saoudienne, il y a des prêcheurs, il y a des théologiens qui ne sont pas le gouvernement, qui ne sont pas la famille royale, mais qui sont tolérés, qui sont même sans doute, pour certains d'entre eux, craints, et qui véhiculent cette pensée
qui est à l'origine de ce mouvement totalitaire. Vous rompriez des relations diplomatiques, non, ça veut dire qu'il faut discuter beaucoup plus fermement avec l'Arabie Saoudite. Il faut la mettre devant ses responsabilités. Il faut qu'elle soit au pied du mur sur la réalité de son influence, pas de l'influence du gouvernement saoudien, mais de l'influence de la religion wahhabite, de l'influence de la société saoudienne sur cet intégrisme. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'a dit Nathalie Kosciusko-Morizet tout à l'heure sur le financement du culte musulman en France, il n'y a pas besoin d'argent public pour le financement du culte musulman en France. Il n'y a pas de financement, du culte juif, il n'y a pas de financement du culte protestant. Il y a une redevance sur le cachère, c'est une décision. C'est une décision interne à la communauté juive qui n'a jamais fait l'objet d'aucune législation. Si les musulmans veulent faire la même chose, c'est leur droit, mais il n'y a pas à avoir de financement public. Et d'ailleurs, il n'y a pas de financement public de la religion catholique, contrairement à ce que tout le monde raconte. Il y a les églises pour des raisons historiques qui sont entretenues par les communes. Pour le reste, la religion catholique, elle vit des dons de ses fidèles. Je pense que François Fillon fait semblant de ne pas comprendre. Il ne s'agit pas d'un financement public. Il s'agit de faire pour la communauté musulmane ce qui existe pour la communauté juive. Dans la communauté juive, il y a une redevance sur le cachère au bénéfice des institutions de la communauté juive. Eh bien, il peut y avoir pour la communauté musulmane une redevance sur le halal. Vous savez, le halal, c'est 6 milliards d'euros par an. Si vous faites une redevance de 1%, 60 millions d'euros, vous pouvez enfin couper les financements qui viennent de ces pays vers les mosquées. Enfin écoutez, ça fait des années que tous les ministres de l'Intérieur, de droite et de gauche disent il faut créer un islam de France avec des coups de menton. Et ça fait des années qu'ils négocient avec les pays du Maghreb, avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie, les conditions d'exercice de l'islam en France. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas trouvé de source de financement alternative, ça continue à se faire comme ça et à se faire avec eux. Oui, il faut trouver une source de financement alternative. Quant à savoir avec qui on discute, bien sûr qu'il faut discuter avec tout le monde. C'est un faux débat. La question, c'est de savoir pour dire quoi et sur quel ton. Et ça fait des années que la France n'a pas un message bien clair dans cette région. Quant au ton, avec certains pays, il est vraiment souvent à désirer. Allez, cette deuxième partie s'achève. On va faire une courte pause. On va se retrouver ensuite pour parler de cela. Nous allons évoquer les questions de sécurité et de délinquance. Pour cela, nous allons accueillir Apolline de Malherbe de BFM TV RMC. Bonsoir Apolline. Bonsoir Apolline. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le 8 octobre dernier, à Viry-Châtillon, 4 policiers étaient attaqués, 2 ont frôlé la mort. Ils étaient dans 2 voitures de police qui ont été attaquées par une vingtaine de jeunes cagoulés qui leur ont lancé des cocktails Molotov et les ont tabassés. L'un de vous va gagner cette primaire et peut-être ensuite la présidentielle. Est-ce qu'au pouvoir, vous saurez éviter des Viry-Châtillon ? Nicolas Sarkozy, depuis ce drame, les policiers demandent à revoir la notion de légitime défense. Ce que vous proposez, c'est une présomption de légitime défense. Ça veut dire quoi ? On va être très concret pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, la règle, c'est quoi ? Les agresseurs avancent vers les policiers, ils n'ont pas le droit de tirer. Les agresseurs sortent les cocktails Molotov, ils n'ont pas le droit de tirer. Les agresseurs allument les cocktails Molotov, ils n'ont toujours pas le droit de tirer. Les agresseurs lancent les cocktails Molotov, là, ils ont le droit de tirer. Avec vous, Nicolas Sarkozy, les policiers, ils auront le droit de tirer quand ? Je veux une présomption de légitime défense. D'abord, j'ai été très choqué que le ministre de l'Intérieur ose désigner comme sauvageons, je cite, des individus qui sont des criminels, qui ont empêché des policiers de sortir de la voiture enflammée. Il y en a encore un aujourd'hui, entre la vie et la mort. Aujourd'hui, policiers et gendarmes ne peuvent faire usage de leur arme à feu que si on leur tire dessus. Demain, je souhaite que les représentants des forces de l'ordre ne soient pas mis sur le même plan que les délinquants. Ils doivent pouvoir faire usage de leur arme à feu s'ils estiment que c'est nécessaire, parce que s'ils pensent, en conscience, que leur vie est en danger. Avoir une arme et s'en servir quand on est un agent des forces de l'ordre, c'est pas la même chose que quand on est un délinquant. La peur doit changer de camp. Mais quand on reprend ce scénario, ça veut dire quand ? Pardon, mais c'est des questions extrêmement précises qui vont se poser à eux. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, pour faire usage de son arme, il faut qu'un délinquant tire sur un policier, il peut répondre. Dans la proposition que je fais, le seul fait que le délinquant sorte son arme et pointe un représentant de l'ordre peut justifier l'usage par celui-ci, même si le délinquant n'a pas tiré de son arme à feu. Jean-François Copé, pour vous, elle commencera où, la présomption ou la légitime défense des policiers ? De la même manière, puisque moi je souhaite
un alignement sur les règles qui s'appliquent pour les gendarmes. Mais je crois qu'il faut quand même aller un peu plus loin, parce que la vie n'est pas une page blanche. Et que si aujourd'hui les policiers, comme les gendarmes, sont dans cet état de colère, c'est tout simplement parce qu'un choix qui me paraît être une erreur folle a été commise il y a une dizaine d'années, qui a été de réduire de manière drastique les effectifs de police, alors que la droite était au pouvoir. Quand vous dites il y a une dizaine d'années, vous pointez la présidence de Nicolas Sarkozy. Apolline de Malherbe, nous avons diminué de 13 000 les effectifs de police et de gendarmerie entre 2007 et 2012, c'est un fait. La gauche a été bien incapable d'augmenter les effectifs, il a fallu qu'elle le fasse dans l'urgence, ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation globale, c'est hélas la situation d'aujourd'hui, qui fait que nos policiers et nos gendarmes ne sont pas en situation de pouvoir appliquer les conditions de sécurité pour les Français. Donc pour moi, la réponse, elle est simple. Il faut un effort massif. Je préconise 50 000 embauches de policiers, de gendarmes, de magistrats, de gardiens de prison. Il faut un virage et ça, on va y revenir sécuritaire. Parce que vous voulez sinon, tous... on n'arrivera pas à trouver de solution. Vous voulez tous aujourd'hui plus de policiers. Mais effectivement, ce que vous pointez tous, c'est qu'il y en a eu moins sous votre quinquennat. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous répondez à ça? Madame, j'assume pleinement ce choix. La France a été, entre 2008 et 2010, victime d'une attaque extraordinaire dans une crise économique mondiale. Il fallait que je protège la France de la débâcle économique mondiale. Il fallait sortir de la crise des subprimes. Avec François Fillon, nous avons pris des décisions difficiles, et notamment celle de réduire les effectifs dans la fonction publique. Donc, il fallait le faire. À l'époque, le président du groupe ne trouvait d'ailleurs qu'on ne réduisait pas assez les effectifs dans la fonction publique. C'est inexact. C'est une question d'expérience. Je ne l'ai jamais dit. Il a fallu protéger la France. La deuxième chose que je veux dire, c'est croire et imaginer que l'efficacité de la lutte contre la délinquance, c'est uniquement une question d'effectifs, c'est ne rien y connaître. C'est d'abord une question d'efficacité de la chaîne pénale. Vous l'avez mentionné. Parce que les policiers arrêtent toujours les mêmes. Si on ne les met pas en prison, vous pouvez augmenter de 50 000 le nombre de policiers, ça ne réglera rien. C'est exact. C'est pour ça qu'on aurait dû construire aussi les places de prison, ce qu'on n'a pas fait. On y reviendra. Vous voulez tous plus de places de prison et tous plus de policiers. François Fillon. D'abord, j'assume complètement cette décision et je voudrais dire que ramener la question de l'insécurité et des conditions de travail des policiers à la seule question des effectifs, c'est une impasse. C'est exactement comme dire qu'il faut plus d'enseignants pour que l'école aille mieux. On a vu qu'il y a 60 000 enseignements de plus, l'école ne va pas mieux. Je ne regrette pas des décisions qui sont des décisions qui ont été prises parce qu'elles étaient nécessaires. Et d'ailleurs, dans l'état où sont les finances publiques de notre pays, personne ne créera 50 000 postes de policiers. La question qui est posée, c'est est-ce que les policiers ont les moyens de travailler ? Je vais vous dire ce que c'est que la vie d'un policier. Il arrête un voleur dans la rue. Il l'amène au commissariat. Il va devoir rédiger 12 procès-verbaux de procédure avant de pouvoir commencer à l'interroger, et le tout dans un studio de télévision, puisque désormais tout est filmé. Et s'il réussit à élucider l'affaire et que la personne va devant le tribunal, elle a toutes les chances de ne jamais accomplir sa peine. Si vous regardez ce qui se passe chez nos amis anglais ou nos amis allemands, ils ont moins de policiers par habitant que nous. En revanche, ils ont beaucoup plus de juges et beaucoup plus de places de prison. Donc c'est là que l'effort doit être porté. Il doit être porté pour alléger les charges qui pèsent sur les policiers, notamment cette bureaucratie et cette procédure qui les empêche de travailler. Il faut que les polices municipales soient complètement intégrées dans le dispositif et qu'elles deviennent des vraies polices de proximité. Vous voulez même et enfin, armer... il faut des juges. Vous voulez même armer, François non Fillon, seulement je veux armer... La police privée, en quelque sorte, les agents de sécurité. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Je voulais armer la police municipale. Je veux que dans certains cas, pas toujours, je veux que ça soit systématique. Je veux une police municipale à Paris et je veux que les policiers municipaux puissent faire des contrôles d'identité. En revanche, j'ai dit que les personnels, les 240 000 ou 250 000 personnes qui travaillent dans les sociétés de sécurité doivent pouvoir prendre le relais des policiers pour toutes les gardes statiques. De même qu'il y a 20 000 policiers qui sont employés en France à des tâches administratives qu'on peut immédiatement dégager en les mettant sur des tâches opérationnelles. On vient de parler de la question de la légitime défense et notamment de cette présomption de légitime défense dont parlaient Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Vous n'allez pas jusque-là. Est-ce que vous estimez que la présomption de légitime défense, ce serait une sorte de permis de tuer pour les policiers ? Il faut que les policiers se sentent soutenus par les autorités de la République et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont droit à notre considération. Et pour cela, il faut régler le problème
de la légitime défense, vraisemblablement en rapprochant la règle applicable aujourd'hui aux policiers de celle des gendarmes qui peuvent, après sommation, faire usage de... Je vous arrête juste un instant parce que dans les faits, vous avez raison, officiellement ils ont le droit, les gendarmes, d'aller plus loin. Mais dans les faits, ils ne le font pas parce que c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et qu'ils sont condamnés s'ils le font. La Convention européenne des droits de l'homme ne doit pas nous paralyser dans ce genre de situation. Aujourd'hui, elle le fait. Vous allez vous en débarrasser. Les policiers puissent se protéger et si la Convention européenne des droits de l'homme ne l'autorise pas, il faudra qu'on la modifie et qu'on s'engage fortement dans ce domaine. Ce que je voudrais dire, c'est que mon objectif, c'est de rétablir un État qui assure la sécurité des Français et c'est une question de chaîne qui va de la police à la justice jusqu'à la situation de la pénitentiaire. Il faut renforcer les effectifs de policiers. Je propose de redéployer 5000 emplois qui sont aujourd'hui des emplois qui pourraient être tenus par des agents administratifs. Beaucoup de policiers passent leur temps à taper des procédures sur leur clavier d'ordinateur. Il faut redéployer ces effectifs et créer 5000 postes supplémentaires. Il faut aussi leur donner les moyens immobiliers et les moyens informatiques de travailler beaucoup mieux qu'ils ne le font. Restons un instant sur ce point. D'abord, vous estimez qu'il faut remonter les effectifs de policiers. Ça veut dire que vous pensez que la décision de Nicolas Sarkozy était une mauvaise décision d'avoir baissé ses effectifs ? Je ne suis pas là pour critiquer ce qui a été fait dans le passé. Ça a été fait dans un certain contexte qu'a rappelé Nicolas Sarkozy. Si on parlait plutôt de l'avenir... Parlons de vos 10 000 policiers de plus. Alain Juppé, vous dites « je veux 10 000 de plus ». Vous êtes celui qui en veut le moins. C'est-à-dire que de vous tous, vous êtes celui qui veut le moins de plus de policiers. Et en plus, quand on regarde précisément, vous dites 10 000 policiers. On ne va pas s'engager dans cette comptabilité. Malgré tout, je veux une police efficace avec des Alain effectifs. Juppé, vous dites j'en veux 10 000 de certains plus. Considèrent, pardon, excusez-moi, que ce n'est pas un problème d'effectif. Il y a un problème d'effectif. Mais vous avez dit parce qu'aujourd'hui, nos policiers ont une charge de travail qui font qu'ils sont harassés. Je veux simplement aller jusqu'au bout de ma précision pour que tout le monde comprenne bien. Vous dites 10 000 de plus, vous dites 5 500, ce sera des redéploiements. Voilà, et le reste, vous dites, ça comprendra également ce que François Hollande a déjà mis en place. Je m'efforce de faire des propositions. Je m'efforce de faire des propositions réalistes et efficaces. Le gouvernement n'a pas mis en place 5 000 policiers, il l'a promis, mais ils ne sont pas là. Voilà. Deuxièmement, la justice. Je voudrais aller jusqu'au bout de la chaîne, qui est importante pour ne pas avoir de zone de non-droit en France. La justice n'a pas aujourd'hui les moyens de fonctionner. Il faut aussi une programmation triennale de recrutement de magistrats. Nous avons beaucoup moins de magistrats en France qu'à l'étranger. Le résultat, c'est des procédures qui s'éternisent. Il faut aussi simplifier les procédures. Et puis enfin, il y a la réponse pénale. Il faut durcir un certain nombre de peines. Je propose de faire en sorte que ces peines soient effectives. Pas de réduction automatique de peine, naturellement. Peine plancher, double peine. Et enfin, la réponse pénitentiaire. Il faut quand même attendre, c'est absolument extraordinaire, la fin du quinquennat pour que le garde des Sceaux se rende compte qu'il n'y a pas assez de places de prison en France. Alors justement, sur ces places de et donc prison... je propose de lancer immédiatement un programme de 10 000 places de prison et la création d'une police pénitentiaire qui puisse, dans les prisons, collecter des renseignements précieux pour casser les réseaux qui sont en train de s'y constituer. Bruno Le Maire, vous demandiez la parole. Vous, justement, sur les places de prison, vous en demandez plus, mais pas tant que ça. En gros, il y en a certains qui en demandent jusqu'à 30 000 places. C'est votre cas, par exemple, Jean-Frédéric Poisson. Et vous, Bruno Le Maire, un peu moins. Pourquoi ça suffira ? Moi, je propose 10 000 places de prison supplémentaires juste pour garantir qu'un délinquant qui a été condamné à de la prison fasse effectivement de la prison, qu'il ne soit pas relâché dans la nature, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Je voudrais juste revenir une seconde. Ça met du temps à être construit, les places de prison. En attendant, dans l'urgence, on fait quoi ? Vous construisez des places de prison le plus rapidement possible. Et surtout, vous changez, comme l'a très bien dit Alain, vous changez les règles pénales pour avoir une politique pénale plus stricte. Sur la légitime défense, moi je rejoins ce qui a été dit par Jean-François ou par Nicolas. Je pense qu'il faut permettre aux policiers de faire usage après sommation pour qu'on n'ait pas ces situations intenables de 2 policiers enfermés dans une voiture, menacés par des assassins qui leur jettent dessus des cocktails Molotov et qui hésitent à faire usage de leurs armes parce qu'ils estiment qu'ils prennent un risque trop important. Et là, ils sont là pour nous protéger. Ils ne sont pas là pour risquer leur vie à chaque fois qu'ils font une intervention. Je voudrais juste marquer un petit désaccord avec François sur la question des effectifs. Si, il y a un problème d'effectifs policiers, malgré tout. Et oui, il est nécessaire d'embaucher plus de policiers. On peut discuter, certains disent 10 000, d'autres 5 000. Moi, je propose 6 000. Mais ça me paraît absolument indispensable. Vous êtes et je ne pense pas, François, qu'on puisse comparer le temps de travail des enseignants avec le temps de travail des policiers. Et comparer enseignants d'un côté, policiers de l'autre. Parce que les policiers, aujourd'hui, ont un retard en termes de temps de travail, en termes d'heures supplémentaires, qui fait que leur métier est d'autant plus pénible, d'autant plus difficile. Alors que, selon moi, on peut demander aux enseignants de faire un effort en termes de temps de travail, mieux rémunéré bien entendu, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais on ne peut pas dire
qu'il y a suffisamment de policiers aujourd'hui en France. Je pense qu'il en faut Un dernier mot, Je voudrais préciser deux choses. D'abord, il y a des endroits où il n'y a pas assez de policiers et il y a des redéploiements à faire. J'ai parlé des 20 000 policiers qui sont occupés à des tâches administratives. Deuxièmement, on est dans un pays où on travaille 35 heures, je le rappelle. Et ça, c'est une question fondamentale. J'ai évoqué tout à l'heure l'Allemagne et l'Angleterre qui ont moins de policiers par habitant que nous et qui ne sont pas dans la situation dans laquelle nous sommes. Et enfin, il y a la question des finances publiques que personne ne pourra éluder et qui sera très difficile de créer beaucoup de postes publics supplémentaires. En termes de légitime défense, pour vous aussi, vous pensez qu'il faut changer les règles, qu'elles ne sont pas suffisamment souples aujourd'hui? Il y a quelque chose de choquant aujourd'hui qui est que les policiers et les gendarmes peuvent se trouver strictement dans la même situation vis-à-vis de voyous et n'ont pas les mêmes droits. La légitime défense pour les gendarmes, elle est régie par le Code de la défense. C'est le 2338-5, si vous voulez être précis. Pardon, moi j'ai fait un service militaire et je balayais pas la cour de la caserne, donc j'ai dû l'apprendre par cœur, celui-là, pour savoir quand on avait le droit de tirer. Et notamment les gendarmes, ils ont le droit de tirer quand ils défendent un territoire. Et donc aujourd'hui, on a des personnels qui sont exposés de la même manière, exposés aux mêmes risques et qui n'ont pas le droit de réagir de la même manière. C'est inacceptable. Et bien sûr, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais c'est un problème de principe. Et on doit se battre aussi sur les problèmes de principe. Alors avant d'en venir aux spécificités de chacun de vos programmes, Jean-Frédéric Poisson, je voudrais vous entendre justement sur cette question quand même des effectifs. Vous êtes le plus ambitieux de tous. Vous voulez non seulement 30 000 policiers de plus, mais aussi 30 000 places de prison de plus. Est-ce que les moyens, ça suffit? Quand on revient au cas de Viry-Châtillon, on voit qu'ils ont mis une caméra, que ça n'a pas suffi, qu'il a fallu remettre des policiers pour sécuriser la caméra. Là encore, ça n'a visiblement pas suffi. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute encore des policiers pour sécuriser les policiers qui eux-mêmes sécurisent la caméra? Non, je crois que d'abord, je partage beaucoup de choses qui ont été dites parce que ce sont des positions que nous avons ensemble défendues au Parlement lorsque nous nous sommes les uns et les autres opposés aux menées actuelles du gouvernement. Cet esprit de légitime défense, de présomption de légitime défense, je partage tout à fait. C'est exactement la manière dont je le vois. Deuxièmement, je suis frappé par le fait que les policiers, en particulier ceux que je suis allé saluer à Nice l'autre jour sur la place Masséna, il y a 15 jours, demandent davantage une simplification des procédures judiciaires, ça a été évoqué, que beaucoup d'autres choses en réalité. Ils demandent des conditions de travail dignes et décentes, du matériel qui fonctionne, plus peut-être que davantage d'effectifs. Et je pense qu'il faut leur répondre d'abord sur ces conditions-là. Et il y a un effort particulier à faire en termes de police judiciaire parce que la police judiciaire, c'est elle qui est garante de la continuité des procédures et du fait qu'on peut de manière constante continuer à traiter des affaires et sécuriser en quelque sorte des territoires. Mais on y reviendra certainement dans quelques instants. Tout ça, c'est le règlement interne de la question de la délinquance et de la sécurité. Ça pose la question des causes, c'est-à-dire la question des politiques familiales en amont, la question de la politique éducative, la présence de l'État dans les quartiers. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faudra traiter et je crois que ça fait partie des éléments qu'on doit ajouter à ce débat sur la délinquance. Et vous en parlez spontanément, Jean-Frédéric Poisson, et pourtant, ce n'est pas le cas